Édouard Manet, 1832-1883, est l'héritier du réalisme. Il suit les idées de Courbet et cherche à supprimer les conventions académiques. Il veut représenter la vie moderne. En 1863, en plein Second Empire victorieux, cette toile et beaucoup d'autres sont refusées par les membres du jury du salon officiel. Afin de calmer la colère de nombreux artistes, Napoléon III permet cette année-là la tenue exceptionnelle d'un salon parallèle, le salon des refusés, où Édouard Manet expose une toile immense, le Déjeuner sur l'herbe. Il présente des personnages dans un décor champêtre. Une femme, sortie du bain, se sèche nue sur l'herbe. Ce tableau provoqua un scandale. Les académiques aiment le nu, mais dans des scènes mythologiques. Ici, la femme est nue sans raison. Émile Zola, écrivain et critique, sera le seul à défendre Manet. Voici ce qu'il dit. Le Déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres, mettre des figures de grandeur nature dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d'arbres et, au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise. Sur le premier plan, 2 jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme qui vient de sortir de l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public qui n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu, quelle indécence! Une femme sans le moindre voile entre 2 hommes habillés! Mais quelle peste se dirent les gens à cette époque! Le peuple se fit une image d'Édouard Manet comme voyeur. Cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de 50 tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger le Déjeuner sur l'herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d'art. Elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe au sortir du bain, et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Les peintres, surtout Édouard Manet, qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout. Le sujet, pour eux, est un prétexte à peindre, tandis que pour la foule, le sujet seul existe. Ainsi, assurément, la femme nue du Déjeuner sur l'herbe n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair, ce qu'il voit. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère. C'est cette chair ferme, modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait dans le fond une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes. C'est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers et rares qui étaient en lui. Il loue ce tableau impressionnant, car grandeur nature. Pour lui, la forêt, le nu, sont des prétextes à montrer une nouvelle peinture, celle des vraies couleurs, des formes, de la touche franche. Pour remercier Zola,
Manet fera son portrait et lui offrira. C'est un portrait physique, mais aussi psychologique. Manet le représente dans son bureau, entouré de tout ce qu'il apprécie, une estampe japonaise, une plume, des livres et un tableau de Manet que vous reconnaissez, il s'agit de l'Olympia. Le tableau de l'Olympia fit scandale lui aussi, un peu plus tard, et il eut pour modèle la même jeune femme que le déjeuner sur l'herbe. Mais nous y reviendrons. Dans le tableau, les 4 personnages s'inscrivent dans un triangle, une constante dans l'art classique, alors que les hommes forment un triangle renversé, comme dans les compositions pyramidales de la Renaissance. Le style et la facture du tableau choquent également le public et les critiques. Le paysage esquissé ressemble à un décor fictif. Les lois de la perspective sont enfreintes, la femme en arrière-plan devrait être plus petite, les dégradés sont délaissés au profit de contrastes de lumière et de couleurs qui donnent l'impression que les personnages ne sont pas bien intégrés dans la composition artificielle qui laisse apparaître les coups de pinceau. Cependant, en insérant dans le tableau de nombreuses allusions trompeuses, telle l'irréelle juxtaposition de fruits de saisons différentes, l'artiste rappelle l'illusion de la scène qu'il ne faut pas interpréter au premier degré. Antonin Proust, journaliste et politique français, cite les propos de Manet qui conçut l'idée de son tableau en contemplant des baigneuses sortir de l'eau à Argenteuil. « Il paraît qu'il faut que je fasse un nu. Eh bien, je vais leur en faire un nu. » Le peintre réalise alors une toile dans son atelier avec laquelle il tient à scandaliser tout en s'inspirant des sources classiques pour aider le spectateur à identifier la référence à une iconographie aussi respectable que connue et illustrant un choix moral. C'est ainsi que Manet se prépare à donner une version moderne du concert champêtre de 1508 du peintre de la Renaissance, le Titien. Dans cette allégorie de poésie, on voit 2 jeunes femmes nues, Calliope et Polymnie, muses de la poésie épique et lyrique, en compagnie de 2 jeunes hommes bien habillés, l'un d'eux jouant du luth. La scène se situe dans un paysage arcadien. Manet a repris ce thème avec des personnages modernes, présentant la scène comme un pique-nique en forêt, détente favorite des citadins le week-end. Manet fait référence aux thématiques classiques de ses grands maîtres, mais les détourne, les transgresse. Ayant perdu toute déférence pour les peintres du passé, il cherche à les éclipser pour caricaturer la sexualité des mœurs bourgeoises de son époque, cachée sous un romantisme apprêté. La muse porteuse d'eau du Titien devient la baigneuse, dont l'attitude peut être interprétée comme une personne prise d'une envie pressante ou une prostituée qui prend soin de se laver après l'acte sexuel. Certains connaisseurs rapprochent la grenouille, dans le coin gauche, en bas de la toile, d'un nom donné par les étudiants aux prostituées. Un bouvreuil symboliserait-il la colombe sacrée de l'iconographie biblique, minutieusement peint, déploie ses ailes au-dessus de la jeune femme en train de se laver. Le panier renversé est un symbole de la perte d'innocence. Les fruits, pêches, cerises et figues, comme les coquilles d'huîtres, réputées aphrodisiaques, évoquent une métaphore érotique qui, associée à la nudité impudique, non cadrée par la convention allégorique ou mythologique qui, traditionnellement, autorisait les nudités dans le contexte de la peinture d'histoire, sont une véritable provocation et une atteinte aux bonnes mœurs.
La composition de l'œuvre, d'un autre côté, est dérivée d'une scène avec des dieux de la rivière dans une gravure de 1514 à peu près de Marcantonio Raimondi, d'après un dessin de Raphaël, Le Jugement de Paris. On y reconnaît encore mieux que dans la scène du concert champêtre des ressemblances. La scène représente des personnages strictement identiques dans leur pose à ceux du déjeuner sur l'herbe. Même l'étang en arrière-plan est présent. Seul manque le personnage de la baigneuse. Toutefois, en ajoutant une femme disproportionnée qui se baigne à l'arrière-plan, baigneuse pudiquement voilée dans le respect des traditions, Manet rompt l'harmonie de cet exemple. Manet appelle familièrement sa toile la partie carrée, la représentation de deux couples qui se reposent dans un parc ou dans un décor similaire était un sujet classique dans la peinture galante telle qu'illustrée dans la partie carrée d'Antoine Watteau. James Tissot, contemporain et ami de Manet, a peint sa propre version du thème en 1870. Au premier plan, la femme nue qui regarde le spectateur sans détour est Victorine Meurant, le modèle le plus fréquemment utilisé par Manet. Dès l'âge de 16 ans, Victorine Meurant s'inscrit comme modèle dans l'atelier-école du peintre Thomas Couture, à qui nous devons le célèbre Les Romains de la décadence. C'est peut-être là qu'elle rencontre Édouard Manet, ancien élève de Couture, mais il est également possible que la rencontre ait eu lieu par l'intermédiaire d'un autre peintre, Alfred Stevens. De fait, c'est dans l'atelier de Stevens que ce dernier mit généreusement à la disposition de Manet que ce dernier commence à peindre Mademoiselle V en costume d'espada, première toile pour laquelle Victorine Meurant pose pour lui et où le peintre sait opportunément profiter des décors et costumes d'une troupe de théâtre madrilène de passage à Paris qui les avait entreposés là. Stevens lui-même, dont elle est très proche, l'a fait travailler. On la reconnaît aisément, en particulier dans deux versions du Sphinx parisien du peintre belge installé à Paris. La première datée de 1867 et la seconde peinte selon une note de la main de l'artiste à l'envers de la toile pendant le siège de Paris en 1870. Elle pose également pour Edgar Degas, mais l'image du modèle reste aujourd'hui étroitement associée à l'œuvre de Manet, pour qui elle aura posé de 1862 à 1873. On la voit notamment dans La joueuse de guitare, peint en 1866, puis dans La jeune dame, également intitulée La femme au perroquet, ou La chanteuse des rues. Les deux tableaux les plus célèbres la font apparaître nue. Le déjeuner sur l'herbe d'abord, puis Olympia, un nu qui montre son corps maigre qui lui vaut le surnom de crevette. À partir de 1875, Victorine prend des cours de peinture à l'Académie Julian. Elle expose au Salon en 1876 et elle participe finalement à 6 salons différents. En 1907, l'année où Olympia
entrait au musée du Louvre, c'est-à-dire au musée du jeu de paume, et le déjeuner sur l'herbe au musée des arts décoratifs, c'est à Colombes que Victorine Meurant s'installe avec sa compagne Marie Dufour dans un modeste pavillon où elle continue à peindre et à donner des leçons de guitare. L'intérêt pour Victorine Meurant a été renouvelé à la fin du XXe siècle et surtout au début des années 2000. Une thèse lui est consacrée dès 1986, permettant de mettre à jour les principales sources sur sa vie et son œuvre. Le fait qu'il s'agisse d'une femme lesbienne a nourri l'intérêt, en particulier aux États-Unis, pour son parcours, bien que son travail de peintre n'ait pas marqué l'histoire de l'art. En France, Emmanuel Laurent publie son journal imaginaire accompagné d'une biographie, Mademoiselle V, journal d'une insouciante, en 2003. Cette publication est l'occasion de rechercher les tableaux de Victorine Meurant et d'en trouver deux au musée de Colombes. Voici un des tableaux qui se sont retrouvés. Le jour des rameaux. Au centre du tableau, le peintre représente le sculpteur hollandais Ferdinand Lenoff, à qui on doit le buste de Manet sur sa tombe au cimetière de Passy. Ferdinand Lenoff est le frère de Suzanne Manet, née Suzanne Lenoff, très bonne pianiste que Manet épousa sur le tard. Cette néerlandaise corpulente et placide, que Berthe Morisot appelait affectueusement la grosse Suzanne, vécut aux côtés du peintre et l'épousa en octobre 1863 malgré ses nombreuses infidélités. L'homme accoudé, à demi étendu sur l'herbe, est Eugène Manet, qui fut peintre lui aussi, mais ne connut pas le succès de son frère. Il épousera Berthe Morisot et s'occupera de la carrière de sa femme. Voici un portrait d'Eugène Manet par sa femme, Berthe Morisot, avec leur fille. Enfin, la femme se baignant dans l'étang, à l'arrière-plan, est un modèle bien connu des peintres, amie de Manet, Alexandrine Gabrielle Mellé. Alexandrine est fleuriste, puis lingère dans le quartier des Batignolles, avant de rencontrer Émile Zola grâce à une connaissance commune, Paul Cézanne, dont elle est le modèle. L'écrivain et Alexandrine se marient en 1870. Dans son œuvre, Zola relate à plusieurs reprises la jeunesse d'Alexandrine. Elle n'est pas sa muse, mais une source d'inspiration. Jusqu'à la mort de l'écrivain, elle sera toujours à ses côtés, de tous ses succès, ses échecs et ses combats. Le déjeuner sur l'herbe ne rencontre que le mépris, voire l'hilarité du public. Si la toile paraît indécente et obscène, il est également reproché au jeune artiste de ne pas savoir peindre selon les règles les plus élémentaires de l'académisme. La surface picturale laisse apparaître de nombreux empattements et des motifs traités par larges coups de pinceau. Or, à cette époque, le dessin se doit d'être précis dans son tracé et la peinture lisse dans sa touche finale. L'œuvre est néanmoins destinée à une grande postérité et cristallise les recherches picturales les plus novatrices.
À 25 ans, au printemps 1865, Claude Monet commence à peindre une toile monumentale de presque 5 mètres sur 6 mètres 40, intitulée Déjeuner sur l'herbe, qui devait s'imposer comme le manifeste de la peinture plénériste, 9 ans avant la naissance officielle de l'impressionnisme. L'objectif de Monet est alors double: peindre un sujet moderne, une scène de pique-nique en forêt réunissant 12 figures grandeur naturelle, dans un format réservé normalement à la peinture d'histoire, et rendre hommage au peintre Édouard Manet, dont Le Bain, rebaptisé Le Déjeuner sur l'herbe en 1867, avait été l'objet de tant de sarcasme de la part du public en général et de la critique en particulier. Finalement, en 1866, Monet abandonne son projet téméraire et coûteux, 3 fois plus grand que Le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Il n'en reste que quelques fragments conservés au musée d'Orsay et des esquisses, dont l'une, très poussée, mais de dimension réduite, est conservée à Moscou au musée Pouchkine. Celle-ci est fidèle au tableau qu'avait imaginé Claude Monet, à quelques détails près. Dans la toile définitive, le jeune homme imberbe, assis tout au bord de la nappe, devait être remplacé par un homme barbu ressemblant étrangement au peintre Gustave Courbet. Serait-ce un hommage ? L'étude de Moscou donne parfaitement l'impression de la vie en plein air. La lumière agit sous forme de taches, la nappe blanche au milieu de la toile est éblouissante, les feuilles des arbres vibrent et scintillent. Au cours de sa carrière, Picasso a revisité Cranach, Poussin, Velázquez, Rembrandt, David, Delacroix avec ses femmes d'Alger, Courbet avec ses demoiselles au bord de la Seine. Mais l'expérience qu'il mène avec le tableau de Manet est sans doute la plus profonde et la plus complexe qu'il ait jamais entreprise. De toutes les œuvres élues par Picasso pour ses variations, Le Déjeuner sur l'herbe est la plus proche de lui chronologiquement. Ce tableau porte encore vivace la marque du scandale qu'il a provoqué au Salon des Refusés de 1863. Manet est un maître ancien moderne. La modernité de Manet, sa subversion, selon Georges Bataille, sont essentielles pour Picasso, qui porte, depuis la présentation des Demoiselles d'Avignon en 1907, le poids de toutes les frondes artistiques. Picasso procède en plusieurs étapes pendant lesquelles il explore les thèmes fondamentaux de l'œuvre de Manet, c'est-à-dire la référence aux maîtres anciens, la question du nu, la question du sujet, enfin la question du plein air. Alors que l'impression sérigraphique commence à être employée dans la production d'affiches publicitaires, Alain Jacquet s'en empare pour en faire un moyen d'expression artistique à part entière. Il en révèle l'essence en mettant en évidence le principe de tramage d'une image photographique par un ensemble de points combinant le noir et les 3 couleurs primaires. Cela au service d'un discours sur le statut de l'image à l'époque de sa reproductibilité technique, pour paraphraser Walter Benjamin. Il lui donne également ses lettres de noblesse en l'appliquant à un support pérenne, la toile. John Seward Johnson se fait d'abord connaître par ses statues en bronze ou en aluminium peint, représentant des personnages de la vie de tous les jours et souvent mis en contexte.
Il crée également des sculptures monumentales, souvent inspirées de photographies, et des reproductions de toiles célèbres en 3 dimensions et en grand format, dont l'une est une reproduction du Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Seward Johnson l'intitule Déjeuner déjà vu et la met en contexte dans la charmante verdure de son parc de Hamilton, dans le New Jersey. La véritable nappe d'eau à l'arrière fait partie de cette étonnante reconstitution. On se promène agréablement dans ce parc. On peut se faire prendre en photo au milieu des personnages et on retrouve aussi d'autres reproductions d'œuvres comme cette Olympia dans un décor inédit en pleine nature, mais où sont passées la servante et son bouquet. Seward Johnson invite aussi dans cette propriété d'autres sculpteurs, dont George Segal, qui est un représentant majeur de cette tendance de la mise en contexte du sujet sculpté. Ici, dans Un homme à bicyclette, et là, dans Walk, Don't Walk, des personnages arrêtés devant un passage piéton. On pourrait rapprocher l'œuvre de Seward Johnson du mouvement appropriationniste, dans le cadre duquel l'artiste s'approprie l'œuvre iconique en y intégrant une démarche personnelle, comme ici Yasumasa Morimura, qui prête au personnage son propre visage, ou comme ici Sherry Levin, qui a coulé dans le bronze l'urinoir de Duchamp, transformation pendant laquelle l'œuvre initiale a forcément perdu sa qualité de ready-made, mais a trouvé une nouvelle valeur d'approprié. Cependant, le travail de Seward Johnson fait souvent l'objet de controverses. L'utilisation de logiciels informatiques pour modéliser un sujet en 3 dimensions et même fabriquer la sculpture, ainsi que les sujets eux-mêmes, souvent à partir d'une œuvre ou d'un travail déjà connu, soulèvent des doutes non seulement quant à la légitimité de la démarche, mais également sur la valeur artistique intrinsèque de telles productions. Bien que les œuvres de Seward Johnson attirent un public populaire enthousiaste, elles sont jugées sévèrement dans les milieux muséaux et par les critiques d'art qui n'y voient qu'une imitation sans valeur. Plusieurs œuvres suscitent également des objections par rapport à la notion de propriété intellectuelle. Toutefois, si les œuvres de cet artiste continuent de vous amuser ou de vous intéresser, sachez que 3 d'entre elles sont à une distance plus accessible pour nous, les Français, depuis 2 ans. En effet, c'est à Bougival même, où Renoir a puisé son inspiration pour les œuvres d'origine, que ces modélisations se sont installées pour une période de 3 ans. Des négociations sont en cours pour qu'elles y séjournent plus longtemps et pourquoi pas de manière pérenne.
L'artiste Sally Moore a choisi, dans une optique féministe, d'inverser les rôles et de céder le nu à un homme. Même le personnage du fond s'est transformé. Le créateur Yves Saint Laurent, pour sa campagne de publicité de l'une de ses collections, a rhabillé Victorine. C'est le top modèle Kate Moss qui prend sa place. Elle porte les vêtements de la collection Homme, un costume. L'univers de la photo est très sombre. Les mannequins hommes ont l'air ténébreux et il y a très peu de couleurs. Hermann Braun Vega produit des variations du déjeuner de Manet dans lesquelles il intègre des personnages et des paysages de son Pérou natal. Voici encore un déjeuner sur le sable où le peintre se représente lui-même à la place de l'un de ses personnages. Et voici fin d'un déjeuner sur l'herbe en 1987 où l'on voit, à travers le geste des doigts qui cherchent à se toucher, des éléments de la peinture classique comme dans la création de Michel-Ange. En 2006, Coca-Cola s'est inspiré du déjeuner sur l'herbe pour sa publicité belge. Les Belges pouvaient même s'offrir une bouteille de Coca-Cola Collector sur laquelle figurait l'image de la publicité. France in Denial, titre l'hebdomadaire britannique The Economist, avec en couverture un détournement du tableau d'Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Alors qu'à l'époque, à Rome, Madrid et Athènes, on semble se vouer corps et âme à la réduction des déficits, Paris fait figure d'exception. C'est ce que constate The Economist, qui consacre sa une à la France en titrant son édition de ce vendredi « France in Denial, the West's most frivolous election ». La France dans le déni, l'élection la plus frivole des pays occidentaux. Pour illustrer sa couverture, l'hebdomadaire britannique a détourné le tableau d'Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe, en remplaçant les visages de deux des protagonistes par ceux des favoris des sondages, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le dessinateur de bande dessinée bien connu Milo Manara l'intègre dans les aventures de Giuseppe Bergman. En 2006, le photographe Rip Hopkins répond à une commande du musée d'Orsay qui célèbre son 20e anniversaire, où il s'agissait de photographier les employés du musée sur leur lieu de travail. Il a proposé à chacun d'entre eux de se photographier tout seul. Cyril, l'un des employés, décide de poser nu devant le déjeuner sur l'herbe. Il se positionne face à Victorine. La photographie fait scandale. Elle est refusée par le musée lors de sa première sortie. À partir de 1960, Daniel Spoerry constitue sa série de tableaux pièges. Il colle sur des planches des objets quotidiens, comme par exemple les restes d'un repas. Ces objets acquièrent une présence insolite, en passant d'un plan horizontal à un plan vertical. Ce travail le conduit à rejoindre le groupe des Nouveaux Réalistes lors de sa fondation en 1960. « Je ne mets, dit-il, qu'un peu de colle sous les objets, je ne me permets aucune créativité. » Spoerry fixe un moment défini en collant les objets tels qu'ils se trouvaient lorsqu'il entreprend le travail. En 1983, il décide d'enterrer un immense tableau piège et confie à une équipe d'archéologues de le déterrer quelques années plus tard. Cela donne ceci. Nous sommes dans l'est du département des Yvelines, dans la vallée de la Bièvre. Dans le domaine du Moncel, aujourd'hui abandonné, qui abrita la Fondation Cartier pendant une dizaine d'années, les chercheurs accueillent le public à l'occasion de la Journée nationale de l'archéologie. Ce chantier réserve bien des surprises aux visiteurs, puisque les vestiges mis au jour par l'équipe datent de 1983.
Dans le cadre du mouvement artistique dit des nouveaux réalistes, l'artiste Daniel Speury a organisé un banquet, on disait happening à l'époque, on dirait performance maintenant, avec une centaine de convives, rangés de tables. Et pendant le repas, il a fait creuser une tranchée d'une quarantaine de mètres de long. Et tout le plateau des tables, les plateaux de ces tables, avec tout ce qu'il y avait dessus, les verres, les assiettes, les couverts, les plats, a été déposé au fond de cette tranchée, recouvert immédiatement. Et puis rien n'a bougé depuis 1983. Cette performance marquait le renoncement par Daniel Speury à ces tableaux pièges sur lesquels il collait les reliefs d'un repas et dont de nombreux spécimens sont exposés dans les musées. Il en restera dans le parc une œuvre discrète intitulée « Le déjeuner sous l'herbe », en référence ironique au tableau de Manet, lui-même inspiré du concert champêtre de Titien. Il y eut de nombreux autres déjeuners sur l'herbe. Après tout, qui n'a pas envie d'un pique-nique au bord de l'eau? Cézanne, le Hongrois Meurs dans cette œuvre délicate, et beaucoup d'autres nous ont proposé leur version du tableau si célèbre. Renoir, le cinéaste, a rendu hommage à Manet dans une fable poétique qui oppose un monde ancien aux lubies des modernes avec fraîcheur et simplicité. Sous l'œil de Victorine, nous continuerons à nous extasier sur cette mystérieuse modernité. Son regard continue à nous provoquer et, quoi qu'en pense atypique, la nappe du déjeuner sur l'herbe ne semble pas définitivement pliée.